Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 14 décembre 2025. Au menu aujourd'hui, les journées du poisson qui se sont tenues cette semaine à Bamako, un espace d'échange et de promotion de la pêche et de l'aquaculture. À l'ouverture des journées, le Premier ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement malien de faire du sous-secteur un moteur de croissance économique. Nous en parlerons avec Al-Hassan Saro, directeur national adjoint de la pêche. Bonjour, monsieur Saro. Bonjour, bienvenue. Monsieur. Dans la deuxième partie de l'émission, il sera question de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, précisément les violences faites aux femmes et aux filles. La campagne s'est achevée cette semaine. Beaucoup d'activités ont été menées tout au long des 16 jours. Nous aurons plus de détails avec notre invité Youssouf Bagayoko, directeur du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Bonjour, monsieur Bagayoko, et bienvenue. Bonjour, monsieur Koné. Merci. Alors, nous allons partir donc avec le premier sujet, la 4e édition des Journées du Poisson. C'était cette semaine au Palais de la Culture Amadou Ampateba, ici à Bamako. Le thème de cette année, valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui précise que le sous-secteur de la pêche représente près de 4% du produit intérieur brut au Mali. Suivant le reportage de Mamari Kone, on se retrouve juste après. Initié pour donner une grande visibilité et une lisibilité au sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture, à travers le produit poisson, les journées du poisson ouvrent leurs portes pour la 4e année consécutive. Elles visent à contribuer à une plus grande valorisation des ressources internes afin qu'elles soient compétitives. Ces journées s'inscrivent en droite ligne de la vision stratégique Mali Croix, Nieta Sirakabe, Sabafla, Anibioroni Sabama, et de l'axe 3 de la feuille de route instruite au gouvernement par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État. La session du Conseil supérieur de l'agriculture de mai 2025 a donné un avis favorable à l'institutionnalisation des journées du poisson. Elles sont un espace d'échange, de rencontres, de sensibilisation et d'information sur la pêche et l'aquaculture. C'est également une tribune de communication et de promotion pour les différents acteurs qui contribuent au rayonnement et au développement de la pêche et de l'aquaculture. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a aussi rappelé les actions réalisées par son département, parmi lesquelles la mise en œuvre de la politique du sous-secteur pêche et aquaculture. L'édition 2025 des Journées du Poisson, placée sous le très haut patronat du chef de l'État, a pour thème valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. La transformation du secteur de la pêche et de la pisciculture comme moteur de croissance constitue un objectif pour le gouvernement de transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Donc nous saluons l'organisation de ces journées dédiées aux poissons. Au nom du chef de l'État, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs et le ministère de l'Élevage et de la Pêche pour son implication. C'est également l'occasion de saluer chaleureusement les pêcheurs, les pisciculteurs et tous les acteurs de la filière de pêche dans notre pays. Et j'associe à ces remerciements bien entendu les partenaires, je pense à la Banque mondiale et les différentes organisations non gouvernementales et associations intervenant dans ce secteur. Nous notons également que l'organisation de ces journées dédiées aux poissons constitue une occasion propice pour l'ensemble des acteurs d'échanger, d'analyser les défis, les opportunités et de déterminer les perspectives. Ceci est d'autant plus important que nous avons constaté que l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la préservation de l'écosystème. Selon le chef du gouvernement, le sous-secteur pêche est capable de contribuer de façon notable à la réduction aussi bien du déficit nutritionnel que de la pauvreté au Mali à travers la création d'emplois. Nous sommes un pays producteur de poissons et la filière de la pêche représente à peu près 4% du produit intérieur brut.
Notre volonté est d'accroître ce pourcentage dans notre économie nationale, mais ceci nécessite vraiment une mobilisation générale et une implication plus forte des investisseurs dans ce secteur qui connaît un déficit important. Le besoin annuel s'élève à 300 000 tonnes par an. Malheureusement, nous sommes en deçà. La production nationale est estimée à peu près à 100 000 tonnes par an. Donc il y a vraiment un gap, il y a un fossé important à combler. Et ceci, comme je l'ai dit, nécessite l'implication des investisseurs, l'accompagnement des partenaires. Je voudrais encore une fois lancer un appel dans ce sens au nom du chef de l'État. C'est d'autant plus important que cet engagement nous permettra, j'en suis sûr, de réduire le chômage dans notre pays grâce à la production d'emplois. Également de renforcer davantage la sécurité alimentaire car nous en avons besoin. La visite des stands a permis au Premier ministre chef du gouvernement d'apprécier le travail des acteurs du sous-secteur pêche et aquaculture et du projet de restauration des terres dégradées Mali. Alors, M. Saro, c'est la 4e fois que vous organisez les journées du poisson. Mais cette année, qu'est-ce qui fait la particularité des journées de cette année? Merci, M. Koné. La particularité cette année est, comme l'a dit M. le ministre, l'institutionnalisation de cette journée annoncée lors du Conseil supérieur de l'agriculture en mai 2025 par les plus hautes autorités de notre pays. Donc, c'était un espace qui manquait depuis quelques années avec l'arrêt des journées du paysan qu'on connaissait auparavant, qui regroupait tous les acteurs du monde agricole. Et les pêcheurs et les pisciculteurs ont réfléchi à créer une journée en 2022. Là, l'interprofession n'était pas d'abord sur place. Et dès que l'interprofession a été créée, ils ont pris le relais directement pour pouvoir organiser cette rencontre annuellement, chaque année, pour pouvoir informer des progrès que nous enregistrons au niveau de la pisciculture et de la pêche et d'échanger sur les défis et les enjeux de cette activité au niveau de notre pays. Oui, mais vous organisez ces journées depuis 2022. Alors, l'institutionnalisation, c'est uniquement au mois de mai dernier. Et qu'est-ce que l'institutionnalisation change dans tout ça? L'institutionnalisation montre que l'État prend en charge, en compte tous les aspects de cet événement. L'organisation annuelle et même un appui financier que l'État apporte pour pouvoir organiser cet espace d'échange entre les acteurs chaque année. Donc avant l'institutionnalisation, l'État ne participait pas au financement? L'État participait, mais c'était les partenaires qui prenaient en charge la plus grande partie des dépenses qui étaient liées à cette journée. Mais quand l'État l'institutionnalise, ça veut dire qu'il prend en charge presque la totalité des dépenses liées à cette activité. Oui, et à travers ces journées, vous dites que vous voulez valoriser le sous-secteur de la pêche pour être beaucoup plus compétitif, mais exactement, c'est faire quoi? La valorisation du sous-secteur repose essentiellement sur la pisciculture et la sauvegarde des ressources déjà disponibles dans le cours d'eau, c'est-à-dire les ressources naturelles, poissons existants dans les fleuves et les rivières. Les sauvegarder comment? Sauvegarder par le respect strict des textes en la matière, notamment protéger les habitats, éviter de prendre les juvéniles, interdire les mauvaises pratiques de pêche et puis l'environnement, c'est-à-dire le secteur minier qui commence à descendre sur le cours d'eau, il faut trouver un moyen pour arrêter cela. Alors, vous parlez de développement de la pisciculture, mais parlons d'abord des ressources naturelles, dans les fleuves. Est-ce qu'il y a assez de poissons dans les fleuves et les cours d'eau au Mali? Oui, et nous avons assez de poissons parce que les statistiques tournent autour de 100 000 tonnes chaque année. Ça peut descendre dans les années difficiles. Au niveau des fleuves ou avec la pisciculture? Non, au niveau des fleuves. Au niveau des fleuves. Ça, c'est la pêche de capture. D'accord. En pisciculture,
on est sur autour de 10 000 tonnes. D'accord. 10 000 tonnes. Donc le total faisant, 000. on a 120 000, 130 000 les très bonnes années. 100 000 tonnes chaque année. D'accord. Nous sommes au 3e rang en Afrique. Et premier pays de l'UEMOA. Voilà. En production de poissons. En production de poissons d'eau douce. Ouais. Donc c'est parce qu'il y a des poissons de mer aussi. Des mers qui nous arrivent, mais ça c'est pour combler les déficits de production à cause de notre population qui est élevée aujourd'hui. Parce qu'au sein de l'UEMOA, il y a des pays de la côte aussi qui produisent du poisson, mais vous dites qu'on est premier au niveau poisson d'eau douce. D'eau douce, poisson. Ça c'est la pêche continentale, la pêche sur les cours d'eau intérieurs qui nous donne 100 000 tonnes, c'est une très grande quantité. Et là, ça provient surtout du delta central du Niger, le lac Debo, le lac Walado, la région de Mopti, et le Sankarani avec le barrage de Sélégué. Mais cela ne suffit pas pour couvrir les besoins au niveau national. Donc, et puis, on a l'impression aussi que la pêche au Mali, c'est toujours de façon artisanale. Oui, non? Et sur les cours d'eau, en pêche continentale, on ne fait pas de pêche industrielle. C'est toujours de pêche artisanale avec des engins individuels ou collectifs qui vous permettent de capturer le poisson et de couvrir vos besoins. Mais il n'y a pas de pêche industrielle sur les cours d'eau. Et vous rencontrez aussi certainement des difficultés au niveau des fleuves, au niveau des cours d'eau, notamment au niveau des fleuves avec l'utilisation des dragues. Oui, là, c'est le plus gros problème aujourd'hui de la pêche. Parce que quand les dragues arrivent au niveau des campagnes de pêche, le campagne de pêche se déplace. Il n'arrive plus à pêcher, il n'arrive plus à trouver du poisson. Parce que le poisson n'aime pas le bruit, le poisson n'aime pas la pollution de l'eau, le poisson n'aime pas les produits chimiques qu'on utilise sur l'eau. Et dès qu'il y a les dragues qui arrivent dans un endroit, le poisson quitte le milieu parce qu'il est en danger. Second, les espaces de pisciculture sur les fleuves qu'on aménage, les dragues contribuent à tuer ces poissons. Avec les produits chimiques qu'ils utilisent, tu peux perdre des tonnes de poissons en une journée à cause des produits chimiques et de l'huile, de carburant qu'on jette sur les cours d'eau et qui pollue l'eau et qui tue le poisson. Et tout ça, on connaît tout cela depuis seulement quelques années, peut-être, mais avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et la production était à peu près la même chose? La même chose, il y a des fluctuations, mais là, c'était dû seulement au sécheresse, au déficit de crue. Les poissons n'arrivent pas à atteindre les zones de reproduction et dès qu'ils n'arrivent pas à atteindre ces zones de reproduction, on les ressent immédiatement sur le stock parce qu'une femelle de poisson, quand il se reproduit, il donne des milliers et des milliers de poissons. Donc, quand les femelles n'arrivent pas à se reproduire une année, on le ressent directement sur le stock naturel qui existe. Mais ces produits chimiques, les dragues, ça joue sur quoi? Sur la quantité de poisson ou sur la qualité? Parce qu'il y a peut-être la qualité aussi. Non, ça tue le poisson. Dès que ça tue, voilà, il y a une grande partie du poisson qui est tué. Une grande partie fuit l'habitat qu'il occupe. Donc les zones de pêche habituelles ne peuvent plus être exploitées. Et vu que le poisson migre, il va dans une zone où tout est calme. Et il traverse un pays pour rentrer dans notre pays. Nous partageons le fleuve avec d'autres pays. Les zones les plus calmes sont les zones où le poisson se concentre. Et les zones les plus brillantes, les poissons les fuient et ils partent. C'est un peu ça. Et quelles sont les espèces de poissons? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais les espèces qu'on rencontre au Mali et qui sont très souvent dans nos assiettes. On mange beaucoup plus le tilapia. On le dit en français. Mais ce n'est pas de la carpe. Ce n'est pas du tout la carpe. Les gens se disent carpe, mais ce n'est pas la carpe. C'est le tilapia. Il est purement africain et on le trouve dans les eaux douces africaines. La carpe, c'est une espèce asiatique qu'on ne connaît pas ici, mais
communément on l'appelle en français carpe, mais c'est pas ça. C'est le tilapia. Et la seconde espèce la plus consommée, c'est le clarias qu'on appelle manoro. Voilà, ou tiakoulé, qu'on utilise. Les autres, ça vient des pêches, mais ce n'est pas aussi abondant que les deux espèces que nous venons de citer. Est-ce que les Maliens ont accès facilement aux poissons? Est-ce que le prix est abordable? Oui, tout le monde ne peut pas accéder parce que le prix est élevé, parce que ça coûte 1500 à 2000 francs. Le kilo? Le kilo. Et beaucoup de familles n'ont pas accès aux poissons à cause de sa cherté. Et les 100 000 tonnes, bon, on peut dire ça nourrit une partie de la population, mais le reste provient des importations de poissons de mer ou des surgelés qui viennent des pays asiatiques, notamment de la Chine, pour servir le reste de la population. Vous parlez de 1500 à 2000 francs le kilo, mais la viande coûte beaucoup plus cher. C'est autour de 3000 ou au-delà de 3000. Oui, la viande coûte plus cher, mais c'est le poisson qui est beaucoup plus prisé et beaucoup plus... parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est les capacités nutritives sont très importantes de la poisson, avec les oligo-éléments qu'on trouve là-dedans et la sainteté de la chair. Il est beaucoup plus apprécié, mais la viande, c'est un morceau qu'on le paye, c'est pas forcément c'est pas le kilo, c'est pas forcément le kilo, c'est demi-kilo, 200 francs, 300 francs, tu payes ce qui correspond à ta bourse. Mais pour le poisson, bon, on peut avoir des petites quantités aussi, mais en petit tas, on peut amener à la maison. Monsieur Brahiro, vous suivez l'actualité du poisson, la journée du poisson, et la consommation aussi du poisson, de façon générale au Mali. Qu'est-ce que vous pensez de la production du poisson au Mali et de la consommation? Merci. Tout d'abord, je voudrais me réjouir de l'institutionnalisation de ce secteur, de cette journée. La journée du poisson. Vous savez que un de nos groupes cibles, qui est la femme, alors évolue beaucoup dans ce secteur. Nous avons une fédération qu'on appelle Fédération nationale des femmes rurales qui travaille beaucoup dans ce secteur. Donc lorsqu'il y a assez de poissons, ça fait fructifier en tout cas l'économie locale et l'économie nationale. Mais lorsqu'il y a pollution, ça voudrait dire que c'est tout le monde en ressent, notamment les femmes qui évoluent dans ce secteur. C'est pourquoi je souhaiterais que le cadre légal qui existe puisse être appliqué, et sans arrière-pensée, ça faciliterait certainement cette augmentation de quantité, en tout cas de poissons, et pour que ça soit de plus en plus accessible. Parce que réellement, alors ce n'est pas donné à tout le monde, à tous les Maliens d'y accéder. Voilà. Et je pense qu'avec ces initiatives en cours, certainement nous resterons premiers, en tout cas en termes de producteurs de poissons, et aussi la transformation, parce que nos femmes qui y travaillent évoluent aussi dans ce secteur, non seulement de la commercialisation, mais aussi de la transformation. Je pense que c'est une très bonne chose pour moi. Ok, on va en parler encore. Monsieur Sarou, vous avez dit tantôt que la production nationale ne suffit pas. Donc on importe du poisson. La production nationale autour de 120 000 tonnes et le besoin autour de 300 000. Ça veut dire qu'on importe beaucoup. On importe des pays africains, mais aussi de l'Asie, pour combler les déficits. Ça fait aussi un manque à gagner. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a du potentiel pour produire du poisson. Je vous en cite la retenue de Manantali, la retenue du lac de Bou, la retenue de Markala, les canaux de l'Office du Niger, partout où on peut faire du poisson. C'est de faire l'élevage du poisson aujourd'hui, de ne plus se contenter de la chasse, d'en produire pour pouvoir compenser, ou bien couvrir le gap. Sinon, on met plus de 100 milliards en importation de poissons. Voilà. En 2023, on a acheté 173 000 tonnes de poissons importés. En 1000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, vu le potentiel qui existe,
il suffit d'investir là-dedans avec les aménagements, avec les empoisonnements de tous les plans d'eau naturels qui existent dans nos pays. Et justement, avec l'argent qu'on met dans l'importation, 100 milliards, vous l'avez dit, est-ce qu'on ne peut pas encore développer beaucoup plus la pisciculture et développer aussi, si vous voulez, même la pêche au niveau des fleuves, en augmentant, comme vous avez dit, l'empoisonnement. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il n'y a pas une politique cohérente en la matière? Si, il y a une politique, mais les conditions peut-être du pays ces dernières années ont fait que des investissements ont beaucoup diminué dans le secteur. Maintenant, nous attendons à ce que le pays aille dans de très bonnes conditions pour reprendre encore ces investissements qui existaient auparavant. On avait des appuis pour pouvoir empoisonner toutes les barres villageoises. On avait des appuis pour pouvoir installer des cages flottantes dans tous les cours d'eau pour pouvoir multiplier les élevages de poissons, même au niveau des pêcheurs, c'est-à-dire des pêcheurs qui se transforment maintenant en éleveurs de poissons. Donc, le fond de la pisciculture. Le fond de la pisciculture, la pression va beaucoup diminuer sur la ressource et on augmente la production de poissons, même au niveau du campement. Et diminuer les pratiques de pêche et contrôler véritablement la réglementation en matière de pêche en arrêtant de prendre les juvéniles, les plus petits poissons qui doivent grandir les années suivantes, arrêter totalement de les prendre. Ça va... Mais ça aussi, c'est une espèce aussi que les gens adorent souvent, ce qu'on appelle par exemple les tineni. Oui, les tineni, il est spécifiquement... Voilà, c'est un petit poisson. Ouais. Mais maintenant, si on les laisse grandir... Voilà, les tilapias, les claras, les plus petits, il faut les laisser grandir, atteindre une année pour pouvoir donner 1000 à 2000 poissons l'année suivante. Si vous les tuez cette année, c'est sûr que vous n'aurez plus les 1000 ou 2000 poissons. Donc, sensibiliser à outrance les pêcheurs pour que tout le monde... L'interprofession peut beaucoup nous aider dans ces aspects avec ces acteurs. Ils vont arrêter de prendre les petits poissons qui vont encore grossir les années. Si on prend par exemple les 100 milliards qu'on met dans l'importation, si on prenait même la moitié de ces 100 milliards pour développer peut-être la pisciculture, ça pourrait nous faire avancer. On peut produire à peu près... la même quantité en pisciculture avec ce montant. Voilà, quand des espaces sont aménagés pour pouvoir faire des grands élevages et les surveiller, les contrôler. Maintenant, le plus gros problème en pisciculture, c'est l'aliment du poisson qui coûte cher. Et là, ces montants peuvent nous permettre de créer des unités de fabrication d'aliments qui peuvent ramener le coût de l'aliment à très abordable et développer valablement la pisciculture sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'actuellement, la pisciculture, c'est juste c'est à petite échelle. C'est au niveau de certains producteurs. Donc, on a juste quelques étangs. Parce que les gens, il n'y a pas de coopérative pour produire à grande échelle. Bon, il y a des coopératives qui sont organisées en interprofession, mais c'est le moyen qui leur manque pour pouvoir faire de gros investissements plus productifs. Donc, c'est à petite échelle, comme vous l'avez dit, c'est de la pisciculture familiale ou la petite pisciculture commerciale au niveau d'une ferme qui peut produire 5-10 tonnes de poissons par an. Mais avec les grands espaces, tels que les retenues des lacs, on peut produire des milliers de tonnes dans des cages flottantes. Là, on n'a pas besoin de pomper de l'eau ailleurs pour pouvoir faire de l'élevage. On a de l'eau sur place, on a la température qui est idéale au Mali ici. On a l'oxygène qui est idéal au Mali, il n'y a pas de pollution, on peut contrôler. Là, ça nous permet de produire des milliers de tonnes qu'on peut mettre à la disposition de nos populations. Et vous avez parlé aussi d'aliments poissons. On en produit ici, c'est à partir de nos propres ressources. Mais pourquoi ne pas aussi développer ça? Oui, on le produit, mais les ingrédients utilisés pour produire l'aliment poisson aujourd'hui coûtent cher parce que la source de protéines qui est beaucoup utilisée n'est pas cultivée au Mali. C'est-à-dire c'est le soja et c'est la farine de poisson. Donc puisqu'on en manque du poisson,
il ne faut pas utiliser le poisson qu'on mange pour aussi fabriquer de l'aliment. Donc il faut trouver une autre source de protéines pour alimenter le poisson. Ouais. Trouver des sources de protéines qui peuvent remplacer la farine de poisson ou de trouver une très bonne formule qui peut beaucoup abaisser le prix du kilo de l'aliment poisson. Donc dès qu'on arrive à résoudre ce problème, on peut fabriquer il y a déjà des unités, on peut en fabriquer pour vraiment diminuer le prix. Imagine, le sac de 20 kilos fait 17 000 francs. C'est plus coûteux que le riz qu'on mange. Donc, tant que le prix de l'aliment ne diminue pas de 400 ou 500 francs de kilo, il est difficile de rentabiliser l'activité de pisciculture si ce n'est pas... Et c'est possible de faire baisser le prix? Oui. Oui, c'est possible. C'est de trouver des formules plus adaptées et peut-être de cultiver de cultiver beaucoup les ingrédients que nous devons utiliser dans l'aliment poisson, notamment le soja. Et il y a aussi la production de dalvin, parce que pour faire la pisciculture, il faut aussi des dalvins. Oui. Et là aussi, c'est le même problème. Bon, là, on commence à boucher le trou, parce qu'on a à peu près une centaine aujourd'hui à Bamako et alentour. On peut en trouver une centaine de quoi, de points de closeries, des closeries qui font surtout le terrasse, parce que le tilapia, c'est pas du tout difficile, de les reproduire, mais c'est la chose qu'on utilise qui n'est pas souvent bon, qu'il faut chercher à remplacer. Mais le clarias, il y a pas beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de closeries pour pouvoir en produire et le mettre à la disposition des pisciculteurs. C'est la très bonne chose. Et le problème, un autre problème au niveau du sous-secteur, c'est la transformation. La transformation, parce que souvent on produit du poisson et après, même si la quantité produite n'est pas suffisante pour la population, mais il y a une partie qui pourrit quand même. Oui. Parce qu'il y a un problème de transformation, de conservation. C'est ça. Bon, là, à ce niveau, on n'a pas beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous valorisons. Il y a beaucoup de projets qui ont passé pour pouvoir diminuer beaucoup les pertes après capture. C'est-à-dire la production qu'on n'arrive pas à utiliser juste après la pêche, c'est de les transformer. Et c'est les femmes qui sont occupées à 100% dans cette activité par le fumage, le séchage, le brûlage, l'extraction d'huile tinani. C'est les femmes qui font ce travail. Maintenant, il suffit de mécaniser cette activité ou de mettre les moyens à la disposition pour pouvoir remplacer les engins par des presses ou des fours performants pour pouvoir mettre des produits de très bonne qualité. Mais maintenant, le plus gros problème, c'est que la production n'est pas suffisante, donc le maximum est consommé en frais. Les 80% de la production est consommée frais parce qu'il en manque sur le marché. Tout le monde en a besoin. Les quantités qu'on a sont directement rappelées. Monsieur Mbarago, les femmes, parce que votre domaine, c'est beaucoup plus les femmes, les filles, qui sont au niveau de la pêche, mais aussi de la transformation du poisson. Est-ce que vous avez l'ambition d'encourager ou en tout cas de créer des structures pour pousser les femmes à aller beaucoup plus vers la transformation du poisson et la commercialisation, bien sûr? Oui, effectivement, nous avons déjà commencé avec notre fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, les groupements de femmes qui évoluent dans ce secteur. Alors, lorsqu'elles soumettent, en tout cas ces femmes-là, lorsqu'elles soumettent leurs projets, je pense que ces projets sont analysés et des moyens aussi sont mis à disposition. Et j'ai parlé tantôt de la Fédération nationale des femmes rurales qui travaille beaucoup dans ce secteur, qui mobilise non seulement des fonds au niveau national, mais aussi avec des partenaires qui appuient ces groupements de femmes. Je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir organiser tout ce secteur-là et de faire en sorte qu'il y ait des subventions. Parce qu'il a parlé tantôt, tout ce que nous consommons, tout ce que nous produisons, les 80% sont consommés. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions aller au-delà de cela? Je pense que les femmes, comme je l'ai dit tantôt, évoluent véritablement dans ce secteur et qui méritent d'être accompagnées.
et surtout encourager, parce qu'il faut accepter que les femmes travaillent aux côtés des hommes et pour pouvoir faire améliorer la production. Un dernier aspect, M. Saro, comme on parle de financement, M. Barreau l'a évoqué tantôt, on parle de financement, l'État n'a pas tous les moyens. Les producteurs aussi n'ont pas tous les moyens. Vous coopérez, vous travaillez certainement avec des partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce que ces partenaires-là vous apportent réellement? Oui, aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui est le principal partenaire qui nous appuie dans ce domaine, surtout avec le projet de restauration des terres dégradées, qui a un volet alliance productive pêche. Ça veut dire qu'ils apportent des appuis à des exploitants qui veulent faire du poisson, mais qui, déjà, avant même de finir de produire, la commercialisation est acquise. C'est-à-dire, c'était un problème. Quand on produit, on n'arrivait pas souvent à vendre. Et là, c'est des ventes à l'avance. À l'avance. Ouais. Voilà, donc ils ont déjà financé près de 300 sous-projets qui vont déverser une quantité importante de poissons sur le marché cette année et qui va vraiment appuyer à couvrir un peu le gap de production que nous avons en pêche. Et nous pouvons encore continuer à parler de poissons, comme on est pris par le temps. On aura certainement une autre occasion pour parler de poissons. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet, avec la fin de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires. La campagne visait à informer et sensibiliser l'opinion nationale sur les conséquences des violences basées sur le genre. L'édition 2025 était placée sous le thème d'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles au Mali. Sokona Kamisoko lors du lancement de la campagne et on revient sur le plateau. L'on ne cessera jamais de le rappeler, le Mali a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection des femmes et des filles. Malgré ces engagements internationaux, les femmes et les jeunes filles continuent de subir des violences basées sur le genre. Selon l'enquête démographique et de santé 6 de 2018, au moins 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. C'est pour inverser cette tendance que se tient la présente journée qui marque le lancement des activités de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. En lien avec les préoccupations mondiales sur les violences numériques, le Mali a retenu le thème suivant: l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. L'objectif visé est d'amener les autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, ainsi que les populations à prendre conscience des violences numériques afin de prévenir et d'apporter des réponses adéquates à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Au regard des constats alarmants, le gouvernement du Mali continue de mener des réformes politiques, institutionnelles et juridiques et de mobiliser les acteurs pour intensifier la communication sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, y compris celles produites en ligne. L'initiative des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles vise non seulement à faire l'état des lieux, mais aussi à faire un vibrant plaidoyer auprès des décideurs. Les violences en ligne réduisent au silence, isolent et fragilisent les femmes, limitent leur participation à la vie publique, ainsi que leur accès aux opportunités sociales, éducatives, économiques et politiques. Face à ces réalités, chaque acteur a une responsabilité essentielle. Les pouvoirs publics doivent adapter les cadres juridiques et renforcer la protection. Les entreprises technologiques ont le devoir de garantir des plateformes sûres et transparentes. La société civile doit poursuivre ses efforts de sensibilisation, de mobilisation et de soutien aux victimes. Et les partenaires techniques et financiers
dont les Nations Unies, aux côtés du gouvernement du Mali, continueront d'accompagner les efforts nationaux en matière de prévention, de protection, d'accès aux services, de transformation sociale et d'éducation à l'égalité. La cérémonie de lancement a été marquée par l'interprétation d'un sketch sur les violences basées sur le genre, interprété par la troupe d'Anaya du Centre d'écoute communautaire de Niamakuru. Le mini ensemble instrumental de la Cité des Enfants était aussi de la fête, comme pour dire que chaque voix compte dans le combat contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Monsieur Barayigo, campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette initiative? Merci bien, Monsieur Koné. Je voudrais transmettre les salutations et remerciements de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, de mes collègues et de tous nos partenaires qui travaillent sur la question des violences basées sur le genre, de façon générale, mais sur les violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Leur thème est un partenaire dans ce sens qui nous appuie fortement en termes de diffusion des messages et de nos supports de communication. Alors, par rapport à cette campagne a une origine, mais ce n'est pas l'origine des violences. D'accord. Alors, donc, il faudrait rappeler qu'en 1960, un 25 novembre, alors il y avait des sœurs en République dominicaine. Des sœurs appelées des sœurs Mirabal. Il y avait une certaine Minerva, une certaine Patria, une certaine Mère Teresa, que beaucoup connaissent d'ailleurs, alors qui se sont soulevées contre les injustices, contre les atteintes aux droits humains, notamment contre le déni, en tout cas des droits civiques, des droits politiques et des droits économiques, en tout cas au niveau de ce pays. Alors, bien avant 1960, en 1959 déjà, puisque ces dames ont commencé leur combat depuis 1949. Donc, on continuait à réclamer les droits parce que le régime qui était un régime de dictature. Alors, c'est en 1959 déjà, ces femmes-là ont été emprisonnées avec leurs maris pour avoir osé réclamer des droits, en tout cas pour les femmes et pour toutes les personnes de façon générale, parce que elles étaient témoins de ces assassinats, de ces disparitions forcées et de tout ce qui s'ensuit en termes d'atteinte des droits humains. Alors, donc, en 1960, comme je l'ai dit, lorsqu'elle était en prison, alors elle devait quitter une prison vers une autre. Parce que la prison où elles étaient, elles recevaient assez de visites parce que les gens étaient indignés de les voir emprisonnés. Donc, au cours de leur transfert, je pense que l'autorité en place a mis ses stratagèmes pour pouvoir les éliminer. Alors, et on simulait un accident. Alors, les gens ont été choqués au niveau national comme à l'international. Donc, jusqu'à ce que, à un moment donné, en 1991, alors, lors du premier Institut international pour le leadership des femmes, alors il y a eu une campagne qui a commencé. Cette campagne, c'était pour dénoncer toutes ces atteintes aux droits humains, surtout concernant la femme. Alors, donc, cela a continué jusqu'en 1999, précisément le 17 décembre 1999, les Nations Unies ont pris une résolution pour instituer cette journée. Le 25 novembre, alors est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Oui, on parle de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais pourquoi 16 jours? Alors c'est très simple parce que cette période est une période entre deux dates importantes. Alors, j'ai parlé du 25 novembre tout de suite, qui est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi le 10 décembre, qui est la date de déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, entre le 25 novembre et le 10 décembre, ça fait 16 jours. C'est pourquoi, pendant cette période, il y a des activités qui sont menées de façon intense pour rappeler, en tout cas, l'obligation des uns et des autres de protéger non seulement les droits humains de façon générale, mais spécifiquement les droits humains des femmes et des filles. Et quand vous parlez d'activités, c'est quoi exactement pendant les 16 jours cette année, par exemple, vous avez mené quel genre d'activité? Alors, pendant cette période de campagne, d'abord, il y a eu le lancement, la cérémonie officielle, présidée par Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui avait à ses côtés des ministres et des anciens ministres et d'autres personnalités. Alors, et courant cette campagne, nous avons mené beaucoup d'activités en termes d'information, de sensibilisation et même des renforcements des capacités.
D'abord, nous avons ciblé les jeunes universitaires. Nous avons mené des conférences à leur endroit parce que le thème portait sur les violences, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et la jeunesse était vraiment présente, en tout cas en ligne. Alors, nous avons voulu les atteindre jusqu'au niveau de leur lieu d'apprentissage. Alors, nous avons aussi organisé des caravanes d'information et de sensibilisation avec des leaders communautaires qui ont accepté prendre la parole et apporter leur contribution pour que les uns et les autres puissent se reconnaître dans le message. Nous avons aussi réalisé des activités en termes d'émissions radiophoniques, et cette émission en fait partie d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup d'autres plateaux que l'UETM a offert, en tout cas au département et ses partenaires, pour pouvoir communiquer sur ces activités de la campagne. Alors, il y a eu plein, au niveau de Bamako comme au niveau des régions, il y a eu cette célébration, cet accompagnement des autorités. Donc chacun, alors, a mis du sien alors pour pouvoir atteindre le maximum de personnes en termes de sensibilisation. Et selon les statistiques de 2018, 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. Est-ce qu'il y a une augmentation ou une diminution par rapport aux années précédentes? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi dire que pas plus qu'hier, c'était la clôture d'une campagne digitale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il y a aussi des discussions en ligne qu'on appelle les webinaires, alors organisées par des partenaires de la société civile. Donc pour dire qu'il y a plein d'actions que je n'ai pas citées, mais chacun s'est mobilisé dans ce sens. Alors maintenant, en termes de statistiques, alors nous constatons que les efforts sont en train d'être payés. En fait, les populations, surtout les leaders qui étaient certainement les plus réticents à entendre certains messages, commencent à comprendre pour dire que l'homme, son partenaire, c'est la femme. Et l'homme ne peut pas réussir sans la femme et la femme non plus pas sans l'homme. Donc, avec ces messages de complémentarité, avec ces messages de respect des droits humains, avec ce message de respect de la personne humaine, je pense que de plus en plus, les gens ont commencé à comprendre et à s'impliquer et à devenir même des modèles, que ce soit des hommes comme des femmes. Alors chacun est en train d'œuvrer pour que cela cesse, parce que ce n'est à l'avantage de personne. Chacun souhaite aller de l'avant, mais pas être infirme un jour parce qu'il y a eu ces agressions. Donc vous pensez qu'il y a une diminution? Il y a une diminution, mais il faut signaler que grâce aux actions, les gens ont accepté parler. Les gens ont accepté de témoigner, les gens ont accepté vers les services de prise en charge. Alors nous avons beaucoup de services. Et ça contribue à la prise de conscience. Bien sûr, bien sûr. Donc nous avons des structures au sein des CCRF et des hôpitaux qu'on appelle les One Stop Center, qui sont les guichets uniques, qui reçoivent en tout cas des personnes survivantes de VBG et qui offrent des services en termes médicaux, en termes psychosociaux, en termes juridiques et même en termes sécuritaires. Voilà. Donc vraiment, cette année, j'allais dire en 2024, selon notre rapport, nous avons recensé 22 777 cas, en tout cas d'incidents qui ont été recensés, dont 12 000 et quelques ont été pris en charge par les One Stop Center dont j'ai parlé. Donc pour dire qu'il y a vraiment... par rapport aux années précédentes. Oui, il y a des efforts, parce que si nous prenons par exemple les deux EDS, EDS 7, EDS 6 et EDS 7, si nous prenons le mariage d'enfants, alors en 2018, alors la statistique c'était 53%, sinon 54% d'ailleurs, statistiquement parlant, 54% des femmes et filles âgées de 15 à 49 ans alors étaient mariées avant d'atteindre les 18 ans. Alors si nous prenons les MGF, les mutilations génitales féminines, alors selon l'EDS 6, alors c'était 73% des filles de 0 à 14 ans qui étaient mutilées. Mais avec les DS7, c'est 70% qui sont ressortis. Donc par rapport au mariage d'enfants, avec les DS7 aussi, c'est 49 au lieu de 54. Donc pour dire que les efforts sont en train d'être payés et ça se ressent dans d'autres types de violences que nous connaissons malheureusement, mais qui sont en train d'être diminuées. Et vous avez évoqué tantôt le thème, l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion, de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles. Qu'est-ce que vous comptez faire en la matière? Très bien. Nous avons déjà commencé avec le lancement de la campagne. J'ai parlé tantôt de webinaires, des discussions en ligne. J'ai parlé tout de suite de la campagne digitale. Et j'ai parlé d'autres activités qui ont été menées dont le thème a porté sur, en tout cas, les violences en ligne, les violences numériques. Donc nous avons essayé de
de communiquer sur les dispositifs légaux au niveau du Mali qui encadrent toute atteinte, en tout cas des droits humains en ligne. Alors, nous savons déjà que il y a des dispositifs. Parce que vous pensez que ce sont les femmes et les filles qui sont beaucoup plus visées par ces attaques en ligne? Oui, certainement, parce que les femmes et les filles sont dans ce domaine, mais qui ont encore des besoins de comprendre comment s'y prendre. D'accord. Parce que beaucoup sont en ligne, mais en réalité ne savent pas quels sont les dispositifs qui encadrent cela. Et vous voyez que, je ne sais pas que vous êtes au courant, il y a eu des poursuites qui ont été faites ici par le procureur en son temps, et parce qu'il y a un pôle qui existe par rapport à tout ce qui est par rapport à toutes ces infractions commises en ligne. Alors il y a aussi le code pénal, alors qui en parle, qui traite des questions, surtout lorsque un notaire est pris dans ce sens, il y a des peines qui sont déjà prévues pour sanctionner ces gens qui s'adonnent à ces pratiques. Alors, mais les femmes et les filles sont aussi à l'origine, comme vous l'avez dit, donc de ces violences. Oui, malheureusement de façon inconsciente ou consciente. Je sais que parce que le cadre légal n'est pas connu. Alors c'est pourquoi nous devons continuer à informer davantage sur tout ce qui encadre, en tout cas, ces échanges en ligne. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas tomber dans le piège, en tout cas entre les mains de la justice. Donc les femmes malheureusement se trouvent être victimes et en même temps elle est actrice aussi de ces violences. Donc c'est compliqué, mais nous avons conscience qu'il faut communiquer beaucoup là-dessus. Il faut communiquer pour qu'il y ait cette prise de conscience, pour qu'il y ait cette utilisation responsable. Parce que tout ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, ça peut vous échapper. Vous n'avez pas le contrôle de cela. Et étant jeune, vous faites des comportements injustes. Alors, à l'âge adulte, ça peut vous revenir. Voilà, donc c'est pourquoi il est conseillé de faire attention lorsque on doit lancer quelque chose sur les réseaux sociaux et même les médias sociaux. Monsieur Saro, quel regard vous portez sur ces activités, ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre? Mais on parle beaucoup plus de violences faites aux femmes et aux filles. Oui, mais cette culture n'existe pas dans le milieu pêcheur, je crois, parce que là, voilà, c'est la femme qui est le pilier de la cohésion sociale au niveau du campement de pêche. C'est la femme. Il n'y a pas de violence contre les femmes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violence, c'est les jeunes qui peuvent taper un peu sa femme, mais dans le milieu pêcheur, c'est la femme qui gère la famille. La violence qu'on peut enregistrer contre la femme, c'est quand il refuse de lui donner le poisson. C'est-à-dire, maintenant, les pêcheurs ont commencé à vendre le poisson sur le fleuve et ne rien amener à la maison. Ça, c'est une violence. Parce que c'est elle qui nourrit la famille, c'est elle qui va au marché, elle vend le poisson, elle paye le condiment, elle paye les céréales, elle paye tout ce dont la famille a besoin. Maintenant, quand il ne lui donne pas cette possibilité de faire ça, c'est la violence. C'est ça le problème. Maintenant, il faut leur trouver des moyens pour pouvoir vraiment, comme l'a dit les femmes rurales, de leur donner des moyens de produire du poisson sur place et de pouvoir prendre en charge les besoins de leurs enfants et de leurs maris. La vraie violence en milieu pêcheur, c'est de refuser de poisson, de donner le poisson. Mais vous estimez quand même que c'est important de mener ce genre de campagne pour sensibiliser la population par rapport aux violences. Tout à fait. La 3e édition, on avait un thème qui ne portait que sur ça, avec les journées du poisson, pour que les pêcheurs eux-mêmes témoignent des violences qu'elles font aux femmes et de cesser de faire ces pratiques qui peuvent détruire facilement la cohésion sociale au niveau d'un campement. Monsieur Barayogo, en dehors des campagnes d'information et de sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour lutter contre ces violences-là? D'abord, du côté des pouvoirs publics, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. En fait, j'allais compléter le directeur en disant que les violences, effectivement, ne sont pas que physiques. Alors, mais il a décrit un type de violence qu'on appelle le déni des ressources. Alors, lorsque vous privez quelqu'un de
de quelque chose, en fait, qui lui permet de fructifier son économie. Alors surtout la femme est très souvent victime de cela. Alors il y a aussi comme type de violence, en fait il y a les agressions sexuelles, verbales. Il y a, verbal là ça va dans les violences émotionnelles ou violences psychologiques. Voilà, il y a aussi le mariage forcé, il y a le viol, ainsi de suite. Donc il y a 6 grands types avec plusieurs formes de violences basées sur le genre. Maintenant, ce que nous comptons faire, nous ne comptons pas nous arrêter là parce que nous sommes un programme pour l'abandon des violences basées sur le genre. Donc, durant toute l'année, nous travaillons sur la question des violences basées sur le genre. Alors, nous élaborons non seulement des supports, mais aussi nous continuons à former les acteurs qui travaillent sur la question. Nous approchons les sensibilités, que ce soit les légitimités, autorités et légitimités traditionnelles et religieuses, que ce soit les leaders communautaires. Nous partons vers les décideurs pour attirer leur attention en disant que... C'est une façon aussi d'impliquer la société civile. Justement, la société civile est un acteur majeur dans tout ce que nous faisons parce que nous travaillons ensemble, nous nous complétons. Alors, c'est d'ailleurs la voie la plus autorisée souvent pour attirer l'attention des décideurs, pour dire que, attention, il y a des engagements du Mali dans ce secteur-là et que voilà des preuves qui font que alors ces engagements sont violés. Alors qu'est-ce qu'il faut pour corriger ces insuffisances, ces écarts? Donc nous travaillons beaucoup avec la société civile dans ce secteur. Donc nous comptons continuer ces échanges, ces activités, et non seulement sur le domaine numérique, mais aussi nous avons mené des actions dans le domaine sportif. Et dans bien d'autres secteurs, nous comptons aller vers tous ces secteurs-là pour pouvoir identifier, en tout cas, les genres de violences qui peuvent exister et attirer l'attention des uns et des autres en vue de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une certaine quiétude, une certaine sérénité, une certaine cohésion au sein de ces différents secteurs. Et qu'en est-il des violences faites aux hommes? Parce qu'il y en a aussi. Oui, effectivement, il y en a aussi. Si je me réfère à notre rapport, notre rapport 2024 sur les violences sur les violences basées sur le genre, parce que les genres hommes et femmes. Il faut retenir que lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, c'est hommes et femmes, filles et garçons. Donc il est dit que dans ce rapport, que 98% des violences recensées ont concerné les femmes et 1% contre les hommes, 1% contre les garçons. Donc, mais ne voyez pas 1 comme chiffre, mais voyez quel est le nombre derrière ce 1%. Donc, les hommes aussi sont vraiment concernés par ces violences. Donc, nous travaillons, c'est pourquoi nous travaillons, lorsqu'il est question de sensibiliser, de former ou de faire des plaidoyers, c'est hommes et femmes qui travaillent ensemble. Et nous faisons référence à tout ce que nous savons sur les types de violences et surtout sur les cibles de violences. Voilà. Quand on parle de 1%, peut-être il y a aussi des hommes qui subissent peut-être des violences, mais qui ne déclarent pas. Bien sûr, il y a, en fait, notre culture fait que l'homme se réserve de parler de cette violence à la maison. Sinon, en offre, lorsque nous sommes en atelier d'information, de formation, il y a beaucoup qui font des révélations. Donc, au niveau de la famille, il y a ces comportements, mais c'est plutôt psychologique. C'est ce qui est très fréquent de la part des femmes chez l'homme. Sinon, la violence physique, il en existe, mais ce n'est pas avec un taux assez élevé. Donc, un dernier mot, M. Bagayogo, c'est vos rapports avec les partenaires techniques et financiers qui vous appuient, qui vous aident aussi dans votre combat. Très bien, c'est l'occasion de remercier sincèrement tous nos partenaires, que ce soit au niveau du système des Nations Unies, au niveau des partenaires bilatéraux et même au niveau des organisations internationales. Et j'allais dire les organisations nationales aussi, parce que techniquement, appuient tout ce que nous faisons. Donc, nous avons vraiment une multitude de partenaires qui travaillent sur la question des violences basées sur le genre et spécifiquement sur la question des violences faites aux femmes et aux filles. Nous voudrons les remercier pour leur accompagnement parce que vous savez que l'État met en place des politiques, des instruments. Alors la mise en œuvre, c'est avec non seulement les structures de l'État, mais aussi les partenaires de l'État. Ce n'est pas n'importe quel partenaire, bien sûr, c'est des partenaires qui sont acceptés, alors qui travaillent avec nous nuit et jour pour pouvoir, en tout cas, atteindre nos objectifs. Donc vraiment, c'est le lieu de les remercier. Et surtout, je voudrais remercier sincèrement les différentes communautés qui acceptent d'abriter nos différents événements. C'est très important de signaler au niveau de Bamako comme au niveau des régions, les autorités régionales, locales, communales, et il y a
communes qui ont même accepté d'intégrer dans leur plan de développement la question de l'abandon des violences basées sur le genre. Donc vraiment, nous saluons tous ces partenariats, toute cette dynamique autour des violences basées sur le genre pour que les femmes puissent jouir et les hommes puissent jouir pleinement de leurs droits humains. C'est important de signaler parce que la violence ne résout rien, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Bakayou, Youssou Bakayougo, directeur du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Merci également à vous, Monsieur Alassane Saro, directeur national adjoint de la pêche. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. aywa an ka ŋanaminɛŋanaw an ka cɛminɛcɛw anw mana fɛn fɛn fɔ aw ye ka fɛn fɛn kɛ aw ye